Bien. Alors, reprenons où nous en étions. Donc, l'objectif, je vous le rappelle, est de mettre au point une approche un peu différente pour l'unicité d'équation d'Hamilton-Jacobi. Pour commencer, tout en sachant qu'il faut pouvoir gérer également des équations dans lesquelles sont présents des termes du deuxième ordre, donc plus éventuellement deuxième ordre. Ça, j'aurai probablement pas le temps d'aller dans cette direction dès aujourd'hui. Et de remplacer dans la technique pour l'unicité le doublement de variables par une fonction que je vais noter L de x, y, epsilon, et avec comme objectif d'avoir une fonction qui vérifie que cette égalité, cette symétrie, qui est bien entendu le cas avec x moins y, avec n'importe quelle fonction de x moins y, s'il n'y a pas de dépendance en x de l'hamiltonien, et que L, ou L epsilon, que je mettrai le epsilon tantôt ici, tantôt un indice, que le L epsilon mesure, pénalise les écarts entre x et y, donc que ça soit essentiellement, ça ne sera pas exactement toujours positif, mais essentiellement positif, et que ça tende vers l'infini si y est différent de x lorsque epsilon tend vers 0, et que, en revanche, que l'epsilon de x et de x, lui, tendent vers 0. De sorte qu'on ne pénalise pas deux points, l'écart entre deux points s'ils sont confondus, et que c'est de plus en plus cher de considérer deux points différents. Alors ça fait furieusement penser à des propriétés géométriques ou des propriétés élémentaires de géodésique dans le calcul des variations. Et j'avais signalé que la stratégie serait de considérer comme tentative, comme L de xy et de t, je vais maintenant l'appeler t, t c'est epsilon, de dire que je vais regarder l'inf de l'intégrale de 0 à t d'une certaine quantité, et vous me permettrez de la noter toujours par le même L, mais on voit bien que ce ne sont pas les mêmes arguments, moins x point ds, sur toutes les courbes joignant, x en temps 0, à t, à y en temps t. Voilà. Là-dedans, le L en question qui est ici est donné par la fonction duale, donc sup de pq moins h de x et de q. Donc implicitement, cette stratégie, avant même de savoir si elle peut aboutir ou pas, nécessite que l'on manipule quelque chose, puisqu'on est en train de parler de fonctions convexes conjuguées, nécessite que l'on manipule une fonction convexe. Donc, il y a implicitement l'hypothèse, et je mets un grand point d'exclamation, de dire que h de x et de p est convexe en p. On ne sait pas encore si cette stratégie, pardonnez-moi, peut fonctionner. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a aucune chance de fonctionner si h n'est pas convexe. Alors pourquoi la convexité? Oui, j'aurais dû dire qu'on a besoin quand même d'une autre information, c'est d'avoir, et je vais mettre beaucoup de guillemets, de savoir que L epsilon est C1, j'aurais dû le dire dans les rappels de C1 en XY,
en tout cas pour x, y proche. Alors, proche, ça dépend de epsilon. Est-ce que ça sera proche indépendamment de epsilon, variant avec une certaine vitesse de epsilon? Bon, ça, c'est de la technique qu'on va pouvoir un peu améliorer. Dans la gestion de l'unicité, bon, x moins y au carré, c'est proche, c'est 1 partout. Mais comme on cherchait à maximiser une certaine quantité et qu'on avait tout de suite une estimation sur l'écart de x moins y au carré de l'ordre de c fois racine de epsilon, en fait c'est même un petit taux de racine de epsilon, mais de l'ordre de racine de epsilon, on pourrait se dire on peut restreindre à une certaine zone la régularité. Parce qu'en dehors de cette zone, c'est tellement grand que dans la maximisation, ça ne compte pas. Bon. Donc il y a un peu de marge, mais pour l'instant, on n'en est pas à mesurer exactement cette zone. On essaie de délimiter les contours de la stratégie. Alors, le C1 permet de comprendre, si on veut quelque chose de régulier, cela permet de comprendre pourquoi l'hypothèse de convexité est naturelle, même si on verra qu'on peut peut-être élargir par une technique supplémentaire la classe d'Hamiltonien. En tout cas, comprendre que c'est peut-être pas idiot comme hypothèse de convexité, outre le fait que c'est nécessaire dans cette stratégie, c'est de penser à l'argument suivant. Quand vous prenez la fonction comme notée comme ceci en analyse convexe, qui est 1 de 0 de x moins y, qui est la limite quand epsilon tend vers 0 de 1 sur 2 epsilon x moins y carré, et qui correspond exactement à cette condition initiale, à cette condition en epsilon égale à 0, c'est-à-dire la fonction qui vaut 0 en 0. Donc je vais mettre z ici, qui vaut 0 si z égale à 0 et entre guillemets plus l'infini si z est différent de 0. Eh bien ça, c'est une fonction convexe. D'accord? Et ce que l'on sait pour les équations de Hamilton-Jacobi, confère des cours que j'ai eu l'occasion de faire d'autres années, c'est qu'on peut espérer de la propagation de la convexité, propagation de la régularité aussi si on a la convexité. Alors ça, ce n'est pas régulier. Donc on veut en plus que ça régularise un peu. Mais si on se dit, bon, peut-être ça va s'améliorer rapidement, et on a de la convexité, on sait qu'il ne peut pas y avoir de choc lié à la convexité, les caractéristiques ne peuvent pas se croiser. Ça, c'est vrai si H est convexe en P, mais il y a besoin d'hypothèses en X. Donc, s'il n'y avait pas de dépendance en X, alors bien sûr, on a le X moins Y carré. S'il n'y avait pas de dépendance en X, il y a convexité, propagation de la régularité, mais dans le cas où il n'y a pas de dépendance en X, comme je vais l'indiquer dans un instant, on connaît explicitement la réponse. Donc, ça, c'est une petite justification pour comprendre que cette hypothèse, elle est minimale. Et même si on pensait en termes de propagation de régularité grâce à la convexité, ou propagation de la convexité, qui est déjà une forme forte de régularité, il y aurait besoin d'hypothèses en X, ce que je ne suis pas prêt à mettre. Donc, ce que cela veut dire, c'est que cette question de la régularité, avoir l'hypothèse de convexité, OK, mais ça ne suffit pas. Donc, il va y avoir besoin de comprendre d'où vient la régularité de ce problème de calcul des variations. Alors, déjà, c'est pas mal de commencer avec quelques petits exemples. Même si on ne s'intéresse pas à la situation où l'hamiltonien ne dépend pas de x parce qu'on sait quoi faire dans ce cas-là, c'est quand même intéressant de tester ce qui se passe pour des hamiltoniens indépendants de x pour voir à quoi ça ressemble, cette fonction. Donc, exemple. Donc, c'est, je dirais, le premier point de ce cours aujourd'hui, c'est stratégie et exemple. Donc, c'est de réfléchir avant de se lancer tête baissée dans les calculs. Donc, l'exemple qui, pour les équations d'Hamilton-Jacobi, ne sert à rien. C'est juste pour essayer de comprendre la structure de ces problèmes de calcul des variations. L'exemple, c'est donc de dire h de x et de p ne dépend que de p.
De sorte que si je regarde cette formule, le L en question, le L de x, enfin j'ai plutôt noté ça Q, mais bon, peu importe, le L de x et de P ne dépend que de P. Et bien sûr, le L en question est convexe. Donc ce L est convexe, L de x et de P est convexe en P. Hein? Fonction convexe conjuguée, un sup d'application affine est automatiquement convexe. Bien. Eh bien, là, il est assez facile de se convaincre que dans ce cas-là, L de x, y, t est simplement donné par t fois L de x moins y sur t, parce que la trajectoire optimale, la courbe optimale, quel que soit l'hamiltonien lorsqu'il est indépendant de x, est simplement le segment joignant x à y. C'est-à-dire que ça correspond à une trajectoire optimale, à un x point de S, je vais le dire comme ça, qui est x moins y sur t. Qui est, pardonnez-moi, y moins x sur t. On veut quand même aller de... Comme il y a un moins, ça fait le... Donc la vitesse est constante si vous voulez, et c'est juste la vitesse qui vous permet de rejoindre, d'aller de x en y en temps t. Bon, alors ça c'est vraiment du niveau, même si là la fonctionnelle convexe est quelconque, c'est vraiment du niveau du trajet le plus court dans le vide ou dans un milieu homogène. Pour la lumière, c'est la ligne droite. Bien, et c'est une simple inégalité de convexité. Hein? Donc, démonstration, l'intégrale de 0 à t, je la fais sur ce point de table, de tableau. Là, vous avez l'intégrale d'une fonction convexe, qui est donc que je vais écrire comme ceci. J'ai simplement divisé par t, multiplié par t. Ceci est une fonction convexe. L'inégalité de convexité continue, qu'on appelle l'inégalité de Jensen, vous dit que ceci est supérieur à L de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de moins x point. Le fait qu'elle soit convexe permet d'interchanger le L et l'intégrale auprès d'une inégalité qui est dans ce sens, inégalité de Jensen. Donc tout ceci est supérieur à t fois. Et puis là, vous reconnaissez ce dont il s'agit, eh bien c'est précisément x moins y sur t. Donc c'est supérieur à t fois L de x moins y sur t. Donc déjà, il est clair que ceci est supérieur à t fois L de x moins y sur t, tandis que l'inégalité inverse correspond au choix précisément de cette courbe particulière, à savoir le segment de droite, qui nous donne exactement ceci. Donc c'est toujours supérieur à ça, Jensen, et on sait atteindre ça grâce à cette courbe-là. Donc c'est bien l'infimum, et on a bien cette égalité. De sorte que l'on voit que si h ne dépend pas de x, on a cette formule explicite, et là on peut lire, effectivement on a une fonction de x moins y, bon très bien, et on peut lire la régularité de manière évidente. La régularité, c'est la régularité de L. Donc je vais effectivement supposer que h de x et de p est convexe en P, et je vais supposer que L est assez régulière, en particulier C1, et peut-être même un peu plus dans certaines démonstrations, assez régulière en X et P. Je vais maintenant essayer d'oublier autant que faire se peut l'hamiltonien de départ pour travailler avec ce qu'on doit appeler le Lagrangien, c'est-à-dire ce L-là, et de façon à mettre des hypothèses sur L, étant entendu que l'analyse convexe classique nous permet ensuite de rebasculer sur
de rebasculer sur des hypothèses sur H. Donc ça, c'est le premier exemple où où l'on peut déjà comprendre un peu à quoi ça ressemble. Hein, gardons cela en tête. Ressembler à une forme comme ceci, il y a des dépendances en x, donc ça devra bien être quelque part modulé par x. Mais ressembler à cela avec des courbes optimales qui doivent aussi, d'une certaine manière, ressembler, pour t petit ou y proche de x, l'aspect dépendant de x, si y est proche de x, on ne doit pas trop le sentir. Donc si y est proche de x, on peut s'attendre à ce que ça fonctionne grosso modo comme un Hamiltonien qui dépend ou un Lagrangien qui ne dépend pas de x, et donc s'attendre à ce que la courbe optimale ressemble à ce bout de droite. C'est juste pour se faire une certaine intuition. Donc le deuxième exemple que je veux mentionner ici est un exemple je vais passer à une deuxième étape qui sera une étape de préliminaire avant de faire une analyse pure et dure de C1, remarque préliminaire. Alors, en fait, ça commence aussi par un exemple de façon à se fixer, à toujours se forger une certaine intuition et donc, entre guillemets, compréhension, c'est-à-dire une certaine habitude de manipuler cet objet-là. Et donc, dans cet exemple, je vais considérer le cas d'un Lagrangien donné par AIJ de X, PI, PJ. Donc ça correspond à avoir une métrique riemannienne dans l'espace dans lequel on travaille. On pourrait plonger tout ça dans les variétés, faire un truc bien abstrait, bien géométrique, ce que je me refuse à faire. Là-dedans, la matrice AIJ est symétrique, définie positive, et si on est dans l'espace tout entier, c'est uniformément défini positive. Si on est sur une boîte périodique, c'est strictement positive, étant entendu que je la suppose toujours que les coefficients de cette matrice sont réguliers en X. J'aime bien prendre le 1,5 parce que des carrés, quand on dérive, ça évite de se trimballer des deux. Bon, évidemment, ça ne change rien. Et l'hamiltonien correspondant est de la même forme, mais il faut inverser la matrice avec la matrice inverse. Donc cela correspond à des hamiltoniens quadratiques, mais la forme quadratique étant modulée en x et dépendant de x. Alors, si l'on regarde ceci, eh bien, que peut-on dire? On peut tenter, et puis ça je vais l'exploiter assez systématiquement, on peut tenter de regarder le scaling en temps de cette minimisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire qu'on veut se ramener à des quantités où le temps pour le problème de calcul des variations est 1. Et si ce temps est 1, ça veut simplement dire que je suis en train de regarder une autre trajectoire que j'aurais envie de baptiser x tilde temporairement de S. Maintenant, S varie entre 0 et 1, qui est simplement x de S fois t. De sorte que x tilde, on démarre toujours en 0, et on atteint y en temps 1. La belle affaire.
Donc, que dire là-dessus? Ben, que dire d'autre? Ben, c'est de dire que x de, certainement, que x de s, maintenant où s varie entre 0 et t, c'est x tilde de s sur t. Et que donc, si je peux reformuler ce problème-là, et dans un instant, je verrai les... comme étant une minimisation sur tous les x tilde. Je ne les réécris pas, qui sont... Enfin, si, je vais réécrire dans un instant. Déjà, le changement de variable. Ben, le changement de variable, l'intégrale de 0 à t, bien sûr, ça devient l'intégrale de 0 à 1. Et le ds me crée du 1 sur t. Donc, je vais récupérer 1 sur t. L'inf de l'intégrale de 0 à 1. Et pour l'instant, je ne me suis absolument pas servi du caractère quadratique. Intégrale de 0 à 1, de L de x tilde, OK. Et maintenant, que dire du moins x, du moins x point? Ben, lorsque vous dérivez, vous êtes en train... j'ai un trouble dans mes changements de variables, je suis fatigué là, moi. 1 sur t moins x tilde point, ça j'y crois. Bon, pourquoi pas, mais il y a quelque chose de louche là-dedans. Le scaling complet, on va comprendre ça. Le scaling complet, c'est du 1 sur t, là j'ai du 1 sur t cube, ça va pas. Donc, ds, x tilde de 0 égale 0, x tilde de 1 est égal à 1. Donc, il doit y avoir quelque part un t... Ah, bah oui, bien sûr. Autant pour moi. C'est t fois dans le changement de variable. C'est parce que, grosso modo, vous changez s par s tilde, et ds, c'est t fois ds tilde. Donc, voilà le changement de variable correct. Bien. Ce qui est bien entendu compatible avec l'exemple 1 que l'on vient de voir, qui était t, et puis là, on récupère quelque chose qui ne dépend que de x moins y. Et le 1 ici, c'est y. Bien. J'ai entendu une voix. Bon, je suis Jeanne d'Arc. Bien, alors, s'il n'y a pas de voix discordante, je continue. Alors... L de x, y, t, ce machin-là. Très bien, très bien, très bien. Oui, alors donc maintenant, si on fait cette hypothèse, ou même si plus généralement on dit que H est homogène de degré 2, ce qui est le cas pour A et J de x, P, I, P, J, certainement L de x, y, t. Vous voyez que le 1 sur t se vire et que ceci devient 1 sur t, l'infimum de l'intégrale de 0 à 1 de L de x tilde moins x tilde point, et puis je vais virer le point, le tilde, x de 0 égale 0, x de 1 égale x. Donc il n'y avait pas que le 1 qui devait être remplacé par y, mais il y avait le 0 qui devait être remplacé par x, et x de 1 égale y, ds. Et là, vous reconnaissez en fait la même quantité au temps 1. Donc l'homogénéité de degré 2 vous assure que L de x, y, t est en fait donnée par L de x, y sur t. Ce qui est bien sûr compatible, on réfléchit qu'à tout instant, ce qui est bien sûr compatible avec le x 1 sur 2 epsilon x moins y au carré, qui est le cas qui correspond à la situation où A et J est la matrice identité. Comme on l'a vu précédemment avec la formule t fois L de x moins y sur t. Bon, alors on peut relier ça à des distances. Dans le cas riemanien, c'est vraiment la distance riemannienne associée à la bonne métrique, que je n'ai pas, qui est indirectement définie par le Lagrangien. Enfin, qui est définie par, implicitement définie par le Lagrangien.
Et là, auquel cas, il se trouve que L de xy, c'est 1/2 de la distance associée à cette métrique au carré. Donc, vous pensez que c'est 1/2 de D2 de xy pour la bonne métrique. Donc ça, c'est le point de vue métrique, mais je ne vais vraiment pas le développer, ça ne me sert à rien. Et je le cite uniquement pour mémoire, dans ce cas-là. Dans le cas d'un Hamiltonien de degré 2 général, vous avez aussi une distance qui est plus, enfin une quasi-distance, parce que ce n'est plus nécessairement symétrique, au carré, qui est une métrique finslerienne. Bon, là encore, une fois qu'on a employé ces gros mots, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, soit on démontre pour ce que ça serve à quelque chose en ce qui nous concerne. Quand je dis que ça ne sert à rien, c'est pour nous. Je ne me permettrai pas de juger dans d'autres contextes. Le point dont on aura besoin d'un instant, c'est de comprendre pourquoi ça c'est régulier par rapport à x. Bien, alors donc ça c'est une petite remarque. Une dernière petite remarque liée à cette homogénéité, c'est que ça sera aussi utile de comprendre des homogénéités de degrés différents. Donc de degré Q plus grand que 1 et bien sûr fini. Pourquoi Q strictement plus grand que 1? C'est parce que si un Lagrangien est homogène de degré 1, vous avez un Hamiltonien par dualité qui est extrêmement singulier. Donc ça c'est de l'analyse convexe, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais si on veut avoir des objets et éviter des questions ésotériques liées à des Hamiltoniens qui peuvent prendre des valeurs infinies, il est raisonnable de se restreindre à ce cas-là. Auquel cas, le L de XYT, bien, si on fait exactement le même argument, vous voyez que vous récupérez un T dehors, un 1 sur T puissance Q qui vient du L. Et donc maintenant, le scaling, c'est quoi? C'est 1 sur t à la puissance q-1. Okay? Q égale 2, 1 sur t. 1 sur t puissance q-1, L de xy1, que j'ai bien envie d'appeler L de xy. Le Lxy qui est là et là, c'est L de xy1. Donc attention, hein, je me sers de la même lettre L pour mesurer ce que l'on fait avec une courbe et puis pour le résultat de la minimisation. Mais si on regarde les arguments, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça, c'est une simple homogénéité. On retiendra cela, que l'homogénéité, ou dans des cas qui ressemblent à de la puissance Q, on doit s'attendre à ce que la structure de ces infimas soit de ce style. D'ailleurs, si on était dans une situation où je prenne par exemple cet Hamiltonien à la puissance Q sur 2, le L, c'est la distance à la puissance Q, au lieu d'être la distance au carré. Il y a en fait une propriété assez générale sur des Hamiltoniens homogènes, lorsque donc une remarque d'analyse convexe, c'est un très joli petit exercice assez classique d'analyse convexe, c'est que si vous avez, et quand je dis homogène, j'aurais dû préciser que je parle toujours de positivement homogène. Hein? Donc, positivement homogène, c'est simplement dire que L de x et de lambda q, si lambda est positif ou nul, est égal à lambda p est égal à lambda à la puissance q, L de x et de p. Donc ça, c'est une relation d'homogénéité, et c'est positivement homogène. On ne regarde que des lambdas positifs, puisque vous voyez qu'il n'y a que du 1 sur t qui apparaît. Donc, si H est positivement homogène, si L est positivement, si H est positivement homogène de degré 1,
C'est équivalent au fait que L soit positivement homogène. C'est vrai, bon, peu importe, là, je ne veux surtout pas dire ça. Si H est positivement homogène de degré 1, alors je peux regarder H à la puissance M qui est positivement homogène de degré M. Ah non, ça c'est pas Q plus petit que 1, ça certainement pas. Puisque c'est un Hamiltonien, c'est convexe, donc ça c'est Q est plus grand que 1. C'est l'homogénéité de L qui est conjuguée de l'homogénéité de H. Qui est Q'. Voilà. Et alors donc Q varie entre 1 et l'infini, Q' varie entre 1 et l'infini. Et non, c'est 1 sur T à la puissance Q-1. Je veux dire, il n'y a pas, c'est le calcul qui est là et il est correct. Donc, si HM est positivement homogène de degré M, alors sa fonction convexe conjuguée, positivement homogène. Alors, comme c'est convexe et c'est positif ou nul, tout à coup j'ai un trouble. Positivement homogène de degré 1 et convexe n'entraîne pas positif ou nul. C'était ça. Je ne voulais pas mettre une hypothèse inutile, puisqu'il suffit de prendre une fonction linéaire qui est positivement homogène de degré 1 et qui n'est pas positive ou nulle. Donc je précise, si H est convexe positivement homogène de degré 1, alors H plus A est positive, alors H puissance M est positivement homogène de degré M, et la fonction convexe conjuguée, HM étoile, est donnée par H étoile à la puissance M', où M' est l'exposant conjugué, qui est donc positivement homogène de degré M'. Donc, je pense que ça précise un peu ta question. Et positivement homogène de degré M'. Et on garde ce passage, ce jeu entre les puissances. Bon, alors ça c'est complètement anecdotique, mais il y a un tout petit peu d'analyse convexe derrière. On ne s'en servira pas de ça. Hein. C'était juste pour parler un instant de positivement homogène. Alors, je continue. Donc ça, c'est les préliminaires 1 sur à quoi ressemble ce minimum. Je vais penser maintenant, et on se souviendra que de cette formule dans laquelle je vais maintenant laisser tomber les tildas, et qu'on peut regarder pour L de x, y, t, je vais faire de la place sur mon tableau, on peut regarder ça soit comme un problème qui va de 0 au temps t de L de x et de moins x point ds, pour x de 0 égale x, x de 1 égale y, soit le regarder en temps, hein, modulo, c'est ce changement d'échelle élémentaire. Bon, j'ai déjà passé trop de temps sur ce changement de variable. Ensuite, l'existence peut être atteinte avec, sous des hypothèses extrêmement générales. X de 0 égale à 1, x égale x, x de 1 égale y. Donc, de manière générale, sous des hypothèses assez faibles, soit 3, préliminaire 2. Je vais maintenant parler de l'existence de minimiseurs, existence et propriétés élémentaires du minimiseur. Avant d'attaquer
la véritable question qui est, est-ce que les minimiseurs dont on va vérifier dans un instant qu'ils existent sont uniques? D'autre manière, est-ce qu'il y a, en tout cas pour x proche de y, pour epsilon petit, t petit, est-ce qu'il y a un unique minimiseur? Quelle est la zone d'unicité? Et quoi d'autre? Bah oui, et c'est ça qui assurera la régularité. Alors, pourquoi ça assurera la régularité? C'est que ça, c'est vraiment un problème d'optimisation paramétrée par x et par y, qui, d'une certaine manière, si vous pouvez réécrire ceci en soustrayant la ligne droite de façon à avoir des conditions fixes, je le referai plus tard, mais vous verrez à ce moment-là qu'on a une famille qui est paramétrée par x, y, qui dépend de manière régulière, le critère que l'on minimise dépend de manière régulière de x, y. Savoir qu'un infimum de fonctions régulières en x, y et régulier en x, y, ben ça marche, entre guillemets, si et seulement si l'infimum est atteint à un seul point. Ça, c'est à nouveau du calcul différentiel totalement élémentaire. Donc, l'unicité entraînera la régularité C1. Et d'ailleurs, régularité autant qu'elle en a. Avant de parler de l'unicité, il faut que je parle d'existence. Bon, alors l'existence, il y a des livres entiers consacrés à l'existence des classes, des cas bizarroïdes, où on a des phénomènes suivant la régularité des courbes que l'on regarde. On a des phénomènes de différence entre les minima associés à des Lagrangiens qui sont un peu spéciaux. Donc moi, je vais faire simple. Je vais reprendre des hypothèses massues qui assurent qu'il n'y a aucune difficulté sur l'existence d'un minimum, sachant qu'il y a toute une littérature, le phénomène dit de Lavrentiev, suivant qu'on prend des courbes C1 ou pas. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites au niveau de ce qu'on appelle le calcul des variations, notamment sur les questions d'existence. Là-dedans, donc, je précise que les courbes que je prends sont C1. Vu les hypothèses que je vais mettre, je pourrais les prendre Lipschitz, je pourrais les prendre C infini, ça ne change rien. Pour des Lagrangiens, attention, la classe de régularité que l'on regarde, même avec des Hamiltoniens convexes dépendants de x, ça peut jouer un rôle. On peut avoir des infimas différents sur la classe de régularité que l'on regarde pour des Lagrangiens quand même un peu particuliers. Alors, quelles hypothèses je vais mettre? Je vais certainement mettre des hypothèses qui sont une hypothèse minimale que je serai ramené à renforcer, c'est que je prends un Q plus grand que 1, tel que L de X et de Q, L de X et de P, pardonnez-moi, est supérieur à nu fois P à la puissance Q moins constante, et inférieur à mu fois P à la puissance Q plus constante. Donc, fondamentalement, et vous comprendrez dans la suite pourquoi ce n'est pas déraisonnable de se restreindre autant, c'est parce que l'on verra que, suivant les valeurs de Q, à la fin, je n'aurai pas les mêmes conclusions. Je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, on va le voir, je l'espère, dès cette semaine. Je dis j'espère parce que ça va dépendre du rythme. Donc là-dedans, il existe Q, il existe une constante positive ou nulle, il existe nu positif, il existe mu positif. Hein. Donc on suppose qu'on peut sandwicher le Lagrangien entre deux machins qui sont du P puissance Q. Bien. Alors, sous de telles hypothèses, c'est un exercice d'analyse fonctionnelle que de conclure qu'il existe un minimiseur. Ça ne dit pas qu'il existe un minimiseur C1. Donc là, je vais sauter des étapes classiques du calcul des variations pour dire que ça entraîne qu'il existe un minimiseur. Alors, fondamentalement, ce qu'on sait, c'est que ce minimiseur, il est dans W1Q de 0T. Sous de seules hypothèses, je rappelle que L est convexe. Hein. Bon, ça c'est... calcul des variations, c'est un problème
qui n'est pas convexe, hein, donc c'est pas de dire je minimise une fonction convexe dans l'espace de Sobolev W1Q. C'est le fait que si je regarde cette fonctionnelle, j'ai sur les suites minimisantes une borne W1Q grâce à cette hypothèse. La borne W1Q entraîne de la compacité sur le X. Je peux donc ensuite avoir de la compacité pour la topologie de la convergence uniforme. Donc ma suite minimisante à une sous-suite près va converger uniformément vers quelque chose, tandis que les X, ces dérivés, leurs dérivés vont converger faiblement dans LQ et on peut passer à la limite grâce à la convexité. Donc c'est l'analyse fonctionnelle, c'est convexité plus compacité, standard. Je vous ai donné toutes les étapes oralement, mais c'est totalement standard. Donc je ne peux pas refaire toutes les démonstrations sur cette chose-là. Ensuite, et là il faut rajouter des hypothèses, et puis je vais y aller assez brutalement sur ce type d'hypothèse. C'est que eh bien, on veut pouvoir écrire une équation d'Euler-Lagrange, d'où on pourra déduire la régularité des minimiseurs ou en même temps établir la régularité des minimiseurs. Et ça nécessite quelques hypothèses supplémentaires sur le Lagrangien, parce que ne serait-ce qu'écrire l'équation d'Euler-Lagrange exige de manipuler les dérivés par rapport à x et les dérivés par rapport à p. Là encore, énormément d'études sur savoir comment avoir des hypothèses minimales là-dessus. Je ne vais pas m'embêter, on va faire simple. Donc, je ferai des hypothèses extrêmement simples, enfin fortes, pour ne pas avoir à me faire de soucis. J'élimine cela. Alors, à nouveau, hein, là, ce que je vous raconte, c'est une version passablement abâtardie de choses classiques. Avec toujours la difficulté, quand même une difficulté qui devient de plus en plus considérable pour les jeunes âmes qui veulent entrer dans les ordres, je veux dire, qui veulent faire de la recherche en maths, c'est de se dire, une fois qu'on a dit c'est classique, et qu'on veut l'apprendre et le lire, on va où? Et c'est là que les difficultés commencent, parce qu'il y a des tonnes de références, de livres, on est submergé par les références, et donc on ne s'y retrouve plus dedans. Et que si on veut trouver la bonne référence et qu'on aborde plein de sujets, ça devient un boulot absolument infernal. Ça, c'est une manière de me défausser, pas très habilement, un peu brutalement, de toute question, c'est où est-ce que je pourrais lire des trucs comme ça? Je ne sais pas. Demandez à Yann. Non, mais je plaisante. C'était juste pour te refiler le bébé. Moi, je pense quand même que tu connais mieux la littérature que moi. Bon. Alors, on continue. C'est quand même un vrai problème. Hein. Alors, je souris avec mon ami Yann, mais c'est quand même un vrai problème. C'est qu'on est l'abondance de littérature fait qu'il est très difficile de disposer de pointeurs. De plus en plus. Donc, où en étais-je? Le plus simple, c'est de commencer, et je vais rester sur cette formulation, la formulation initiale, c'est-à-dire la formulation en temps 1, puisque l'autre courbe extrémale est simplement déduite par changement d'échelle. Alors déjà, on va obtenir une équation formellement. Formellement, c'est de se dire, j'ai mon, si x bar, et j'enlèverai le bar dans un instant, est un minimiseur, en fait, si ce que je dis n'est pas si formel que ça, mais bon, on va le prendre formellement et admettre que c'est vrai. Eh bien, si x bar est un minimiseur, on peut dire qu'en un point de minimum, la dérivée s'annule. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des contraintes. Okay? Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la variation d'ordre 1
en préservant les contraintes, vont annuler la dérivée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on va faire des choses comme si on faisait de la physique. Je fais une petite variation delta x. Okay? Le delta x, ça veut dire que je vais faire un développement limité au premier ordre et que tous les termes en delta x carré vont être virés. Et au premier ordre, tout ce qu'on prend du delta x, ça va me donner une équation. L'équation de l'aire Lagrange, comme nous le savons bien. Donc, x bar plus delta x, vous voyez que tenir compte des contraintes, maintenant, c'est simple, parce que cela veut simplement dire que delta x s'annule, que les petites variations s'annulent en 0 et en 1. Bon, alors, évidemment, si vous faites quelque chose à l'ordre 1, vous avez que 0 est semblable, c'est-à-dire à l'ordre 1, que 0 est semblable, si vous voulez faire ça proprement, vous dites que le delta x est h fois y. Et vous faites le développement limité en h. Donc ça fait 0 égale l'intégrale de 0 à 1 de Lx, delta x, moins Lp, moins parce qu'il y a moins x point, delta x point. OK? Lx, Lp, dérivé du critère par rapport à x par rapport à p. Bien. On fait une intégration par partie et on trouve l'intégrale de 0 à 1 de Lx plus d sur ds de Lp delta x ds et ça égale à 0 quel que soit delta x, d'où l'équation de l'aire Lagrange Lx plus d sur ds Lp égale à 0. Bon. Alors, cette équation de l'aire Lagrange, c'est bien. Souvenez-vous, attention quand même, hein, c'est que dans le Lx, c'est Lx en x et moins x point, et le Lp, c'est Lp en x et moins x point. Donc il y a une dérivée en temps qui est ici, avec un moins devant. Vous reprenez une autre dérivée, et ce que vous avez là, c'est quelque chose qui est en non linéaire, en quasi-linéaire en fait, ressemble à du moins x point point. OK? Donc je mets ça de manière très très vague. Ça ressemble à du moins x point point. Pour, comme on dit, un Hamiltonien classique, je reprendrai cette notation un peu plus tard, vous retrouverez les équations de Newton, x point point égale la force qui est la dérivée du potentiel. Donc ça généralise évidemment les équations de Newton. Enfin, bon, tout ça, c'est pas pour rien qu'il y a des noms de l'air et de Lagrange. Alors... Donc ça, évidemment, totalement classique. Je vais stocker les informations dont j'ai besoin au fur et à mesure, qui est Lx plus d sur ds de Lp égale à 0. Ça, c'est pour S compris entre 0 et t. Donc on se souvienne bien des scaling. Maintenant, quand est-ce que j'ai le droit de faire ça? Vous voyez qu'il faut que je puisse manipuler Lx et Lp. Alors, si je veux faire simple vis-à-vis de ces hypothèses, cette équation en un sens W1Q va être vraie si je suppose que Lp de x et de p se majore par c fois p à la puissance q-1. On peut faire mieux que ça, hein, mais surtout sur le Lx, mais vraiment, à nouveau, c'est pas mon problème. Je ne sais pas de faire le truc le plus général possible. Et Lx de x et de p qui se majore, là c'est pq-1 et là c'est p puissance q. Oh, pensez toujours à, si vous voulez un exemple, pensez toujours à, ça doit se comporter comme hi de x pi pj à la puissance q sur 2.
c'est bien homogène de degré P, ça vérifie bien cette hypothèse. C'est homogène de degré, j'ai dit P, c'est Q, c'est homogène de degré Q, quand je dérive en P, ben, on a quelque chose d'homogène en degré Q-1, on décroît d'un cran, et en revanche, quand on dérive par rapport à X, on ne décroît pas d'un rang, on reste au même niveau. Voilà, alors on peut faire mieux, hein, parce que justement, déjà, on sait que c'est W1Q, donc le X est déjà continu, donc on peut... Mais enfin, on va avoir besoin de quelque chose comme ça. Parce que si ça accroît vraiment beaucoup plus vite que W1Q, ben on ne sait même pas que ceci est fini, est intégrable. Donc on sent bien qu'il y a une limite. On peut faire mieux en démontrant en même temps de la régularité, etc. Allons vers la régularité. Ben, pour avoir la régularité, là, déjà, on va déjà atteindre une situation où l'atmosphère se raréfie, en tout cas l'atmosphère que je perçois, que je connais, et je connais un peu moins de choses là-dessus. À nouveau, je vais mettre des hypothèses massues qui sont cohérentes. C'est que je vais, et c'est à la fin des hypothèses que je conserverai, je dis que je conserverai, je peux les mettre là, qui va être de dire que si je regarde LPP, que LPP en XCP, eh bien, je vais dire qu'il est supérieur à nu fois la matrice identité, et éventuellement... Mais si vous pensez que c'est en P puissance Q, ce que vous allez avoir en dérivant deux fois, c'est du P à la puissance Q-2. Et là, je vais mettre du P à la puissance Q-2. Cette hypothèse, bien sûr, sera faite, et surtout avec la majoration, et je vais considérer que j'ai la même majoration, P à la puissance Q-2 fois l'identité. Il y a un cas qui est simple, c'est le cas Q égale 2. Parce que Q égale 2, ça veut dire que c'est fortement convexe au sens où la matrice des dérivées secondes de L par rapport à P est minorée par une constante fois l'identité et majorée par une constante fois l'identité. Donc c'est C1 ou C2 est fortement convexe. Ensuite, le cas où Q est supérieur ou égal à 2, bien c'est modelé sur du P à la puissance Q-2 à la puissance Q. Et lorsque Q est plus petit que 2, cette inégalité est entendue, bien sûr, pour P différent de 0, si Q est plus petit que 2, parce que ça explose, c'est toujours modelé sur la puissance Q, modelé sur la puissance Q, oui, et donc il y a juste ce petit souci si Q est plus petit que 2. Les hypothèses dont j'aurai besoin par la suite, les hypothèses sur Lx, X en X et P, ça va être simplement toujours pareil. Si je dérive deux fois en X, je ne gagne rien. En décroissance, enfin en croissance de P, je garde la puissance Q. Et donc, je garderai C fois P puissance Q plus 1. En revanche, si je dérive une fois par rapport à P, après avoir dérivé par rapport à X, là, je gagne un cran. XP. Enfin, je modifie d'un cran, j'ai un cran en moins de croissance. Donc ça, c'est vraiment modelé sur AJ de X, PI, PJ, mais il peut y avoir des termes d'ordre inférieur, il peut y avoir plein de cochonneries. Hein. Bien. Alors évidemment, ce qui est totalement bien recensé, c'est le cas Q égale 2. Je suis sûr que le cas d'un Q général, notamment l'école italienne, le calcul des variations, a analysé ça en très grand détail. Donc, tout ceci ne peut pas être nouveau. Hein, c'est pas que je sais où ça a été fait, c'est que ce n'est pas possible que ce que je vous raconte ne soit pas déjà dans un texte et donc dans de nombreux textes. Hein, suivant l'adage bien connu de Giorgi, chi cerca trova, chi ricerca ritrova. Hein. Vous avez compris, même si vous ne parlez pas italien, c'est clair.